Voilà, c'était le premier film. Il n'y avait rien de trop long. Et il était formidable. Et puis on voit que des gens qui ont entre 38 et 45, que les nazis appelaient vous êtes ein Stück, on voit qu'il y a eu des survivants, que ces enfants ont grandi et qui sont encore là pour la plupart, et qu'ils vivent et ils survivent. Alors je pense qu'avant la première table ronde, dont je vais appeler les participants, il y a un court petit film. S'il y a un court petit film, voulez-vous le passer? Non? Voilà. Que sont-ils devenus? Première table ronde. Alors j'invite, vous allez vous asseoir, vous saisir d'un micro. J'invite Francis Neher, bien sûr, qui sera le modérateur de cette table ronde. Richard-Joseph Berg, Anne-Marie Doucet, Jean-Pierre Bigeaud, Patrice Dubéchot et Boris Cyrulnik. Voilà, une chaise pour chacun. Pendant que vous vous asseyez, je vous transmets un message d'amitié, de solidarité de notre ami Prasquier qui, au nom du CRIF, tient à vous saluer et regrette de ne pas être des nôtres cet après-midi. Et je donne tout de suite la parole au modérateur. Francis Neher, je vous préviens, je n'interviendrai que si jamais cette table ronde, je ne vous censurerai pas, mais si vous oubliez le chronomètre. Voilà. Soyez rassurés, on l'a avalé, donc il n'y a aucun problème. Bien, je ne sais pas d'ailleurs si c'est votre présence, Monsieur Levaille, mais j'ai l'impression d'être à une soirée électorale. On attend les résultats. Mais ici, il n'y a pas de perdant. Tout le monde est gagnant. Vous allez le savoir dans quelques instants. Alors, gardez le micro, parce que dans les soirées électorales, les hommes politiques s'en saisissent et le gardent et on les entend jusqu'au bout. Mais c'est pourquoi je ne suis pas un homme politique. C'est pourquoi je ne suis pas un homme politique. Bien, et je sens d'ailleurs que vous êtes impatient d'obtenir les résultats, mais avant de vous les délivrer, avant que les sachants qui sont là vont vous les délivrer, 3 remarques préalables. D'abord, il y a eu peu de recherches en la matière, quelques structures, l'œuvre Grancher, SOS Enfants, quelques départements, la Seine-Saint-Denis, la Seine-Maritime, la Nièvre. Ceci dit, il y a un certain nombre d'enquêtes qui ont eu lieu mais qui sont inconnues. Ou qui se sont perdues. Je sais que j'en ai fait une dans le Val-de-Marne qui a disparu, qui pourtant était intéressante. Et ce matin, je rencontrais Raymond Kahn, qui me disait qu'il avait fait, dans les années 50, une très grande enquête sur les enfants du coteau. Donc, j'allais dire, cette enquête de Lozé est une enquête rare. Deuxième caractéristique de cette enquête, c'est l'ampleur de cette enquête. Alors, je ne voudrais pas dire que nous sommes les meilleurs, mais par rapport à d'autres enquêtes, je pense à Grancher, 70 situations, je pense à SOS Enfants, 172, nous sommes à plus de 250 à peu près. 220, voyez, bien. Donc une recherche extrêmement importante, de grande ampleur, qui témoigne de sa qualité. Troisième élément sur lequel il faut insister, c'est l'implication de Lozé. Implication de Lozé à double titre, financier, mais cela va de soi. Deuxièmement, intellectuel. C'est-à-dire que, d'abord, Richard-Joseph Berg a été l'inspirateur, celui qui souhaitait que cette enquête soit faite. Deuxièmement, tous les collaborateurs des maisons d'enfants et du PF sont intervenus. Et je crois qu'il y a eu une grande osmose entre les chercheurs et Lozé. Dernier point, je voudrais souligner ici, je ne parle que de l'aide sociale à l'enfance, c'est une action de tous les jours qui est faite à l'intérieur de Lozé, mais au-delà, par des milliers de personnes.
j'aime pas ce terme, mais il faut quand même le dire, qui se dévoue au quotidien, jour et nuit, pour ce type d'activité qui est relativement méconnu. C'est pourquoi je suis très heureux qu'on puisse en parler aujourd'hui dans ce cadre. Et je donne la parole à Richard Joseph Berg, qui est donc directeur de la maison d'enfants de Taverny, qui est directeur depuis très longtemps, qui est un modèle, à mon avis, de directeur, d'éducateur, etc., qui a joué, comme je l'ai dit, un très grand rôle dans cette enquête et qui va vous donner ses premières conclusions. Merci. Merci. C'est bon? Oui. Bon. Alors, un petit mot sur, enfin, un petit mot, oui, sur la recherche. Donc, comment est née cette recherche? Elle est née d'abord d'une conversation qui m'a été rapportée par M. Fay-Gisbert, qui était le directeur général de l'OSE, et qui est encore, je crois, et qui a eu l'occasion, avec des associations juives, qui a eu une conversation, et notamment avec les dirigeants de Mahavar et du CASIP, et cette conversation avait souligné qu'il y avait beaucoup d'anciens placés qui arrivent dans ces services, c'est-à-dire Mahavar et au CASIP. Alors, il me fait part de cette conversation, alors avec le recul, je me dis, constat, ironie, remise en cause des modes d'intervention de l'œuvre de secours aux enfants et du placement en particulier, beaucoup de sous-entendus dans cet échange. Interpellé, parce qu'effectivement, j'étais déjà engagé à l'OSE, je lui répondis que ce n'était pas mon impression, mais que peut-être une recherche sur des bases un peu plus scientifiques, autres que nos impressions et nos ressentis, nous en dirait un peu plus et permettrait peut-être d'améliorer les prises en charge. L'intérêt, enfin, en plus de ça, l'intérêt pour un travail plus objectif sur l'hébergement était d'autant plus intéressant que le discours dominant depuis une quarantaine d'années, notamment depuis le rapport Biancolami, était infiltré par les aspects idéologiques et le contexte financier qui tend à discréditer les séparations entre l'enfant et son milieu familial naturel. Et notamment, on mettait particulièrement en cause l'accueil collectif. Or, beaucoup de recherches ne soulignent pas le catastrophisme annoncé. Elles ont été inaugurées par Spitz il y a déjà longtemps, notamment sur l'hospitalisme, mais cette recherche interroge autant les conditions d'accueil des pouponnières américaines que la séparation en elle-même. Du reste, mais faut-il le préciser, le placement, c'est d'abord le résultat de dysfonctionnements qui ont eu lieu alors que l'enfant était en famille. Donc, l'idée d'une recherche enquête de type catamnestique est née. Rappelons qu'elle consiste à retrouver quelques années après une population qui a vécu une même situation pour une durée déterminée. Aussi avons-nous contacté un service de recherche de sciences sociales, le CREAS, qui est intégré à une école de travail social, l'EDSUP. Une pré-recherche a eu lieu sur l'un des sites de l'OSE, et lors de cette pré-recherche, une des difficultés rencontrées était de retrouver les anciens, et plus particulièrement, lorsqu'ils étaient retrouvés, de pouvoir les rencontrer. Avec le directeur général, l'aval du conseil d'administration et le soutien des directeurs des services concernés, il a été décidé, après examen de cette pré-recherche, que l'on pourrait étendre l'étude à tous les services d'hébergement de l'association. La participation des professionnels d'aujourd'hui devenait essentielle afin de rendre vivants les souvenirs et donner le sentiment de pouvoir partager l'expérience de placement. Travailler sur chaque site mobiliserait les acteurs de terrain actuels et leur offrirait des espaces de réflexion supplémentaires. Donc, une recherche-action se dessinait, la transmission du passé et de production de connaissances nous est apparue comme pouvant être un objectif pour l'association et pour les professionnels actuellement en place. Savoir ce que les anciens étaient devenus permettrait d'évaluer, peut-être de valoriser le travail effectué à l'OSE, ou au contraire marquerait les limites de notre prise en charge. Il y avait une part de risque à essayer de regarder les choses en face. Donc, deux objectifs principaux concernaient la recherche, que l'on peut énoncer ainsi. Que sont devenus les anciens accueillis en hébergement? Quels sont les leviers ou les obstacles qui ont pu favoriser ou handicaper le devenir des enfants durant l'accueil en hébergement? En d'autres termes, quels adultes les anciens de l'hébergement sont-ils devenus? Quelle influence le placement a pu avoir sur eux?
Tout travail nécessite des fonds. Donc je remercie tout particulièrement ceux qui nous ont donné, le Conseil général du Val d'Oise, la Fondation Schuller-Bettencourt et le cabinet comptable Rabourdin, et bien sûr l'OSE, qui a contribué à la réalisation de cette recherche. Nous avons décidé que l'échantillon devrait concerner les anciens restés plus de 2 ans pour identifier l'influence du lieu de placement sur eux, et présents entre 70 et 2000 afin qu'ils aient le recul suffisant sur leur placement. Trop d'études se sont focalisées sur les sorties quasi immédiates des dispositifs sans que les effets à terme puissent être mesurés. Nous avons donné une place au temps à une pensée réflexive. Rappelons qu'entre 70 et 2000, l'OSE accueillait des enfants dits, selon les termes de l'époque, caractériels qu'asociaux. Qu'à cette période, l'implication, l'engagement des professionnels, leur savoir-faire relevaient autant de leur personnalité que de leur professionnalisme. Cet engagement faisait sans doute écho à l'histoire de l'association, à son action durant et après la guerre. Les professionnels de l'enfance de l'OSE, en fonction à l'époque, se devaient de prolonger l'action des anciens. Ils ne faisaient pas qu'éduquer, soigner ou aider, ils devaient continuer à sauver des enfants. Vous me permettez de vous interrompre. Je vais vous dire pourquoi je vous interromps. Et je ne vous interromps pas pour vous, parce que, évidemment, cette enquête est intéressante. Je vous interromps en donnant un conseil à tous les autres. On sera d'autant plus heureux et attentif qu'on parlera. Voilà. Il y a ici beaucoup de monde. Si vous leur parlez, en même temps, vous êtes convaincus. Hein, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Vous avez vécu sur le terrain votre enquête et ce serait formidable si, dans un grand mouvement de solidarité, vous jetiez tous vos discours préparés, écrits soigneusement à la lumière de votre lampe le soir pour parler. Voilà. C'est très J'ai honte d'avoir dit ça, mais il faut que quelqu'un le dise. Oui, mais c'est pas facile. Attendez, c'est pas facile. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Voilà. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Donc, je vais quand même dire ce que j'avais à dire. Quand on parle de sauver les enfants, à l'époque, les professionnels parlaient aussi de sauver les enfants de systèmes totalisants. Alors, c'était particulièrement pour les 4 anciens services de l'OSE, le placement familial, les maisons d'enfants de Draveil, Saint-Germain et Taverny, puis l'USARCH, mais cette dernière occupe une situation particulière puisqu'elle n'a intégré l'association qu'en 1974 et qu'elle accueille et reçoit souvent des enfants non juifs. Donc, 3 ou 4 salariés de chaque site ont été mobilisés pour cette recherche. Les données que l'on va vous faire partager s'appuient sur les énoncés des anciens. Ce sont leurs paroles, leurs écrits de sujets adultes. La recherche s'appuie donc sur des souvenirs, des sentiments associés à ces souvenirs. Donc il s'agit bien de reconstruction. Ce sont les leurs. Et nous savons que ce ne sont pas tant les éléments tels qu'ils sont qui nous construisent, mais la façon dont nous les racontons aux autres et à nous-mêmes. Ce qui va vous être livré est donc la photographie de 220 anciens de l'hébergement, restés plus de 2 ans et placés entre 70 et 2000. Ils vont vous faire partager leurs souvenirs de l'enfance, les souvenirs de leur enfance en placement familial ou en maison d'enfants. Richard, merci pour cette brillante présentation. Je propose donc à Patrick Dubéchot et Anne-Marie Doucet-Dalgrin je leur propose de présenter les résultats de cette étude qui dure depuis 2 ans d'ailleurs. Et donc ils vont essayer en 10 minutes, je crois que vous avez droit à 11 minutes, de faire la synthèse, mais bien entendu, et on aura l'occasion d'en reparler, vous aurez ensuite les œuvres qui seront publiées. À vous. Donc,
Pour prendre le relais de ce que vient de dire Richard, Joseph Sperg, il s'agit bien d'un type de recherche qui va s'appuyer sur ce que l'on appelle une recherche-action, c'est-à-dire que cette fois-ci, on se détache d'une recherche que l'on nomme scientifique à 100%, dans le sens où, quelque part, on va intégrer les effets qui sont produits par les chercheurs qui vont eux-mêmes participer à cette recherche, avec un certain nombre de participants des maisons d'enfants et du placement familial. Cette recherche, elle reprend des éléments qui sont liés donc à la présence d'un chercheur ou d'une équipe de chercheurs et qui sont cette fois-ci considérés comme actifs. Au sens de Kurt Lewin, l'Action Research, on se focalise sur les rapports entre le sujet et ce qui l'entoure afin de parvenir à la production de savoir sur un phénomène qui est donc examiné. De fait, il y a nécessité de penser l'implication des participants concernés par cette recherche qui est autour du devenir des enfants placés à l'OSE. Concrètement, il s'agit pour certains membres de l'équipe des maisons d'enfants, les MEX, et le placement familial de Paris, de participer et de s'impliquer dans les différentes étapes de la recherche-action aux côtés de l'équipe de recherche. Donc, on va pouvoir parler d'une méthode qui a donc été proposée à l'OSE. Un programme est ainsi construit ensemble, équipe et chercheurs. Il se révèle être un moyen non négligeable de mobiliser les acteurs de l'éducation des enfants dans les établissements de l'OSE qui ont connu de nombreuses générations d'enfants placés. Pour ce faire, des rencontres sont donc organisées selon le mode de la formation-action avec les membres participants et en intra dans chacun des établissements concernés. L'objectif est d'emblée de comprendre ce qui se passe au fur et à mesure de l'enquête, mais aussi d'intégrer les étapes de la recherche, mais aussi, bien entendu, de prendre en compte l'effet produit par la participation des équipes de professionnels. Enfin, il s'agit d'enclencher un processus d'analyse qui est partagé, associant la démarche de recherche à celle du savoir des acteurs du terrain. Ainsi, cette recherche-action apparaît comme une méthode qui suscite, à partir d'un recueil de données que mon collègue Patrick Dubéchaud va donc vous présenter, des données qui sont donc identifiées et collectées au plus près des acteurs, la mobilisation et les potentiels existants dans les équipes. Il est à noter que cette méthode ou cette démarche, cette méthode favorise la participation à un projet et à ses améliorations. En d'autres termes, de façon tout à fait brève, il s'agit de faire une évaluation conjointe des problèmes soulevés par rapport à l'éducation des enfants et leur prise en charge et de trouver des réponses qui, dans la mesure du possible, sont des éléments correspondants à la démarche de l'enquête. Donc, il y a 4 temps à cette démarche. Le premier temps est bien entendu d'avoir trouvé un consensus au niveau de référence sur un terme qui est extrêmement large et qui concerne le placement des enfants, en particulier à l'OSE. Le second temps, c'est d'enclencher une enquête de terrain qui a été construite par questionnaire et entretien avec toute la rigueur que cela demande. Il s'agit donc d'un nombre conséquent de questionnaires qui ont donc été adressés. Il s'agit de 481 questionnaires qui ont été diffusés par différents moyens, j'allais dire entre guillemets modernes, et de 219 questionnaires qui ont donc été renseignés et retournés. Le troisième temps, c'est celui de la structuration des données et de leur analyse qui s'est fait progressivement avec les professionnels pour un jour devenir définitive. Le quatrième temps, c'est celui que mon collègue Patrick Dubéchaud va donc vous proposer maintenant, qui est celui de la restitution des données, bien entendu, à partir de l'analyse des résultats qui reste encore sous une forme provisoire.
Je vous remercie. Merci pour tous ces éléments importants de méthodologie, mais notre désir de connaître les résultats est de plus en plus important. Donc je vous laisse la parole, vous avez 7 minutes pour les présenter. Tout d'abord, je voudrais remercier à nouveau les éducateurs qui ont travaillé sur cette enquête, qui ont pris du temps sur leur temps personnel, au-delà de leur temps de travail, pour réaliser cette enquête. Et c'est important, ça veut dire qu'on est dans une institution qui permet aussi je vais remercier aussi nos collaborateurs qui sont là, Malaïka Varas, Isabelle Joulin, Tatiana Liso et Rose Schmidt, qui ont contribué à cette étude, sans qui on n'aurait pas pu la mener. Je voudrais juste remercier l'OSE, parce que c'est très rare qu'une institution, qu'une fondation, qu'une association finance des travaux d'études et de recherche. On a du mal à trouver des financements publics, et heureusement que nous avons des institutions qui, aujourd'hui, financent ce type d'études. Je voudrais juste signaler que moi, j'ai attendu 20 ans pour retravailler sur le devenir des enfants placés. J'avais fait une étude pour le ministère et l'Inspection générale de l'action sociale en 92-93 sur le devenir des enfants placés, mais il y a eu un trou de 20 ans parce que ça ne préoccupait plus. Et là, on voit que ce sont les associations, les fondations, donc le secteur privé qui reprend la main sur ces études-là. Donc ça, c'est tout important à signaler dans une période où les associations et autres fondations sont un peu en difficulté. Je voudrais revenir sur les 219 questionnaires qui nous ont été retournés, parce que les enquêtes présentées par M. Neher, ce sont surtout des enquêtes par entretien et des enquêtes sur dossier. La seule enquête qui a fait un meilleur score, c'était l'enquête que j'ai réalisée dans le cadre du CREDOC en 92-93, avec 373 questionnaires retournés. C'est très compliqué de travailler sur cette méthodologie des enquêtes par questionnaire. Donc il a fallu mobiliser toutes les forces des professionnels pour justement nous aider à retrouver les gens. En termes de résultats, il faut signaler un élément important, c'est le taux d'emploi des personnes qui sont passées dans vos services. Évidemment, ils sont inférieurs aux taux d'emploi nationaux. Excusez-moi, ils sont supérieurs, les taux d'emploi. Les taux d'emploi sont supérieurs. On a des gens qui sont aujourd'hui avec un niveau de formation, on a 45% des gens qui sortent de vos établissements. Niveau 5, ce qu'on appelle niveau 5, c'est le CAP, BEP, etc. On a des gens qui sortent avec un niveau sans qualification, donc sans diplôme ou le certificat d'études primaires, qui est inférieur au niveau de la population nationale, mais qui est supérieur à moi ce que j'ai pu trouver dans les autres études sur le devenir des enfants placés. Ce qui signifie que, à l'OSE, vous auriez tendance à mieux former, scolariser les enfants placés que dans d'autres lieux. Donc ça, c'est un élément quand même important, parce que souvent, dans la représentation, c'est cette question de la scolarisation qui pose problème. Donc là, on voit que vous avez finalement une réussite assez positive. Le taux d'emploi, on a des gens, alors on a 90% des gens qui sont en emploi, ce qui est supérieur au niveau national. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Alors ce sont des gens qui sont, assez curieusement, des gens dans le commerce, des gens dans le chef d'entreprise, donc des gens qui sont arrivés un peu par eux-mêmes, avec un niveau de formation, je l'ai dit, de niveau 5. Donc ça veut dire des gens qui s'en sont sortis par eux-mêmes. Ça, c'est tout à fait intéressant aussi. Ce qu'il faut signaler, c'est, bien sûr, comme dans toutes ces études, il y a des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Mais globalement, ils sont à peu près équivalents au plan national. Des individus
relativement intégrés. Ils sont issus de familles nombreuses, ils ont des familles nombreuses, ils ont maintenu des relations avec la famille, ils ont maintenu des relations avec la fratrie, ils ont des activités sociales. Ce sont des gens qui donc sont relativement intégrés. Bon, là, je ne vais pas vous expliquer, mais on a essayé de construire ce qu'on appelle un indicateur synthétique de socialisation et d'insertion, et ce sont donc une population relativement plus intégrée que dans d'autres enquêtes sur le devenir, encore une fois. Ce qui est le vécu du séjour, et ça c'est un élément important qu'a souligné Richard, on a des personnes relativement satisfaites de leur séjour, même si celui-ci a été long. Même si celui-ci a été long. Et je vais y revenir en conclusion. 65% des répondants ont gardé de très bons souvenirs ou de bons souvenirs de leur séjour. Des activités qui les ont marqués, un terrain de foot, parfois, mais d'autres activités. Une ambiance familiale, ça c'est remarquable, parce qu'on l'a vu tout de suite dans l'enquête exploratoire, il y a une dimension de chaleur humaine dans les maisons de Lozé, qui fait que les gens s'y sentent bien, qui fait que, on va le voir, les gens ont gardé des souvenirs de personnalités marquantes. Bon, évidemment, il y a Richard, on l'a dit, mais il n'y a pas que lui quand même, hein. Il n'y a pas que lui. Donc, il y en a d'autres. Mais ils ont un souvenir de ces personnalités marquantes. Et c'est important dans le devenir des individus qu'ils puissent avoir des personnes, des images de personnes positives qui leur servent de repère. 8 répondants sur 10 déclarent aujourd'hui être en contact avec un camarade de placement, ou un éducateur de maison d'enfants, ou un adulte d'une famille d'accueil. Là, c'est assez remarquable, parce que, en règle générale, et c'est un peu les a priori qu'on a déjà sur ce type d'enquête, comment vont recevoir les gens cette enquête? Est-ce qu'on ne va pas... Ça va peut-être être un moment de souffrance pour eux, une grande difficulté pour eux de raconter ces moments-là. Or, ce qu'on a rencontré, c'est évidemment un peu différent, c'est-à-dire que les gens ont gardé des contacts, et ça c'est tout à fait intéressant, des relations avec les pairs, comme si l'internat, l'ambiance familiale, construisait des relations avec les pairs de placement, P-A-I-R. Et ça, c'est important, très important. Pour terminer, vous avez à retenir quelques idées fortes, bien sûr. 81% des personnes interrogées, ayant répondu, sont globalement satisfaites de leur vie. Ça veut dire qu'une vie dans laquelle il y a eu un placement. C'est important parce que nous, de manière récurrente, bien sûr pas Yvan Levaille, mais les journalistes ont tendance, à chaque fois qu'il y a un fait divers ou des gens qui ont été placés sont impliqués dans ce fait divers, on va dire « Ah mais c'est pas étonnant, ils ont été placés ». C'est vrai aussi de la part des travailleurs sociaux qui, eux, ne rencontrent souvent que des familles qui ont été placés et dont les enfants sont placés. Or, si on regarde, 72% des répondants disent ne pas avoir eu recours à des travailleurs sociaux. J'ai oublié les travailleurs sociaux. Sociaux. Hein. Vous voyez que c'est important parce qu'il y a ce discours, même dans le secteur social, récurrent. Ah mais on s'en doutait parce que les parents ont été placés. Eh bien non. Toutes les études démontrent, celles que j'ai faites en 92-93, celles d'Annick Dumaret de Fréchon, montrent en gros c'est entre 25 et 30% qui reviennent auprès des services sociaux. Là, ça veut dire que la grande majorité des gens qui sont sortis des placements, ils vivent comme vous et moi. Enfin, moi ça va. Je ne sais pas vous, mais moi ça va. L'autre dimension importante, c'est la durée du placement. Vous savez qu'en ce moment, on est dans des politiques de désinstitutionnalisation. On a un regard méfiant sur les internats, voire, là où je ne suis pas très
contre qu'on regarde la bientraitance, bien sûr, qu'on teste la bientraitance. Au contraire, c'est très bien, mais attention à ne pas regarder d'un regard systématiquement négatif les internats. Il y a deux éléments importants. Ce qu'on a vu, c'est l'ambiance familiale et la longueur du placement. Ce qui est catastrophique, c'est le déplacement des enfants, les ruptures de placement successifs. La stabilité des placements, dans les placements, est un facteur favorable d'insertion. On l'avait déjà dit en 92-93, ce n'est pas toujours entendu, et c'est intéressant que l'OSE remette à jour cette interrogation. Merci bien. Oui, alors, en ce qui me concerne, j'interviens à la fois de l'intérieur et de l'extérieur par rapport à ce travail, par rapport à cette recherche. Je n'ai pas Jean-Pierre Bijoux. Merci. Je n'ai pas participé à la recherche et j'ai un titre pour m'y intéresser, c'est d'avoir travaillé pendant plus de 20 ans sur des situations éducatives du même type que celles qui viennent d'être évoquées, et dans un cadre relativement proche, puisqu'il s'agissait aussi d'un internat qui accueillait des adolescents en grande difficulté. C'est une expérience ancienne, puisqu'elle s'est déroulée entre 1956 et 1976. Je l'ai poursuivie par d'autres voies, et bien que je sois aujourd'hui psychanalyste, mon regard sur l'expérience passée reste très vivante. Si vous voulez, les bons résultats font toujours plaisir, mais ce qui est important, c'est de savoir ce qu'ils nous apprennent. Je me souviens d'une époque où nous faisions des études qu'on essayait d'approfondir sur nos cas d'échecs, parce que très souvent, nos échecs nous apprennent beaucoup plus que nos réussites. C'est vrai dans le domaine professionnel et c'est vrai dans la vie personnelle, bien sûr, tout le monde le sait. Mais en ce qui concerne ce que nous venons d'entendre, effectivement, je suis convaincu que les résultats sont bons. Alors, pour moi, la question qui se pose, c'est en effet pourquoi ? Pourquoi ? J'ai essayé de réfléchir à ça en rassemblant certains souvenirs. Je me suis même plu à relire l'expérience de quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Siegfried Bernfeld, qui en 1919 avait créé lui aussi un centre pour accueillir, pendant un temps d'ailleurs un peu bref, 200 ou 300 orphelins judéo-polonais qui étaient perdus dans l'Europe après la Grande Guerre, et qui a raconté son expérience dans des termes à la fois pleins d'optimisme et aussi un peu désillusionnés, parce que en éducation, et en particulier en éducation spécialisée, les théories sont toujours très belles, la pratique nous confronte à des limites. Bon, mais enfin, quoi qu'il en soit, voilà les questions que j'avais l'intention de poser, en particulier à Richard, puisque c'est lui qui gère la maison, et qui nous donne son point de vue sur ces points-là. La première question, c'est, au-delà des informations et des résultats, quelles émotions auront provoqué les retrouvailles et quelle place a l'émotion et de façon plus générale les affects dans l'action éducative? Ça, c'est la première question. Bon, je donne les autres, ou tu préfères une par une. Alors, vas-y. Vous avez 30 secondes pour répondre. Alors, je sais que... Je vais pas lire. Mais il y aura une suite, hein, soyez rassurés. D'abord, avec les anciens, enfin les plus anciens éducateurs avec qui on a fait la recherche, c'est vrai que ça a été très, enfin je dirais, on a été très touchés de retrouver des gens qu'on n'avait pas vus depuis 25 ans. D'abord, on a été touchés parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on reconnaissait leurs voix. Les voix ont été identiques. Après, il y avait les souvenirs quasiment, j'irais, intacts qu'ils ont pu nous dévoiler. Par contre, il y avait un écart entre nos souvenirs à nous et leurs souvenirs à eux. Et puis, encore une fois, ce n'est pas la vérité qui compte, mais bien ce qu'on avait envie de se les raconter.
on peut dire aussi qu'ils étaient très contents de nous retrouver. Vous vous intéressez encore à nous, beaucoup nous ont dit. Oui, ça a été étonnant, parce que nous, on les avait bien en tête. Donc voilà, et dire une autre chose aussi, c'est qu'à l'OSE, les sentiments et les émotions, elles peuvent être parlées dans les institutions. Et aujourd'hui, je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore possible dans beaucoup d'institutions. Le professionnel, c'est celui qui prend conscience de ses émotions. Ce n'est pas celui qui les balance par-dessus bord et qui obéit à des dispositifs. Merci. Bien. Ma deuxième question, l'institution étant naturellement menacée par la répétition et la clôture, comment une équipe éducative peut-elle la transformer en construction vivante? Évidemment, c'est une vaste question. Une réaction, j'ai envie de dire. Je crois que, encore une fois, le fait que les émotions aient le droit de citer est quelque chose d'important. Le fait qu'on prône quand même dans les institutions, je crois, remplacement familial, c'est pareil, que justement, une institution, si elle a un sens, c'est qu'elle doit provoquer les rencontres et pas les éviter. On a droit, je dirais, à certains conflits, qu'on ne soit pas dans des consensus mous. Je pense que c'est Wiesel qui disait, enfin la maison chez le travail s'appelle Wiesel, qui disait aussi pour ou contre Dieu, mais pas sans. Enfin, alors Dieu c'est Dieu, les hommes c'est les hommes, mais l'idée quand même qu'il faut prendre position, qu'il faut s'engager, qu'on n'est jamais neutre. Je pense que c'est quelque chose pour lequel, enfin, les anciens qui m'ont aussi enseigné et qui font ce que je suis aujourd'hui, les anciens de l'OSE, m'ont appris s'engager. Bien. J'aurais tendance à dire, mais on ne va pas s'engager dans un débat, qu'en effet, une équipe dans une institution, c'est un peu quand même le miroir dans lequel se regardent les enfants, les adolescents dont nous nous occupons, d'où en particulier son importance. La troisième question... La dernière, oui. Quelle place l'activité collective peut-elle occuper dans la structuration non seulement sociale, mais psychique des enfants et des adolescents? Parce qu'on est dans une époque où on met en avant l'individualité, la prise en charge individuelle. Qu'en est-il de la place du collectif chez vous? Pour permettre, si vous le permettez, à Richard de faire une réponse globale, j'aurais une question complémentaire à poser. Le fait que l'OSE ait permis à des centaines de jeunes d'éviter la mort, le fait que l'OSE ait permis à des centaines de jeunes sortant qu'on a retrouvés à Buchenwald de retrouver la vie, est-ce que c'est cette relation particulière avec la vie, avec la mort? Est-ce que cette relation particulière n'a pas d'effet? N'est-elle pas transmise aux nouvelles équipes par une sorte soit d'inconscient collectif, soit de conscient, qui permet à l'OSE d'avoir des résultats qui sont quand même tout à fait remarquables et exceptionnels, comme vous le disiez tout à l'heure. D'autant qu'on pourrait rajouter en creux que, contrairement à nombre de situations, il y a peu, sinon pas d'enfants, en hôpital psychiatrique ou en prison. Moi, il y aurait deux choses me viennent à l'esprit dans ce que vous dites sur le collectif. Il me paraît évident que le collectif a une utilité. On voit dans le réseau des anciens qui continuent à vivre, même post-placement. Au passage, c'est quelque chose pour lequel l'aide sociale enfance ne verse pas de sous. Enfin, je veux dire, c'est un coût gratuit dans l'après-coup du placement. Et ça sert de prévention à la marginalité. Je pense beaucoup combien d'anciens ont aidé certains individus à ne pas notamment sombrer, je dirais, dans la drogue. On a vu des parties de foot organisées le dimanche entre copains pour que un des anciens ne puisse pas être attiré par la toxicomanie. La dimension du collectif, c'est aussi le partage des sentiments. Je crois que les gamins placés, ils ont le droit de parler de leurs parents et ils ont eu le droit entre eux d'en parler négativement, parce que on a beau être parents et on a beau être enfant de parents,
on ne pense pas que du bien de ses parents, et ça c'est quelque chose qu'ils ont pu échanger entre eux. Il y a, j'ai envie de dire aussi, peut-être quelque chose qui les liait, qui est peut-être une particularité du judaïsme. Moi, je l'entends un peu comme ça. Le judaïsme, enfin, ou être juif, c'est quelquefois ne pas penser comme tout le monde. Et peut-être que la volonté de s'interroger individuellement et d'en parler individuellement fait que les institutions sont vivantes, fait que chacun ait le droit à une parole singulière et à l'oser, en tout cas dans la maison dans laquelle je travaille et où d'autres ont travaillé, on essaye de ne pas avoir de réponse globale, on n'est pas dans le pré-pensé, on essaye de construire des réponses avec les gamins et pas sans eux. Merci Richard, merci Monsieur Gibault. J'ai l'impression que la dernière question du modérateur Francis Neher était une question parfaite pour fournir la transition et donner la parole à Boris Cyrulnik qui va tirer pour nous les conclusions, ces conclusions de cette première table ronde. D'abord, je dois dire que je suis un peu déçu par la modestie de cette salle de réunion. Mais enfin, tant pis, on va rester quand même. C'est donc le centenaire de Lausée. Et Lausée a parlé de nouvelles souffrances. Ça n'a pas beaucoup d'importance parce que les années les plus difficiles à tirer, c'est les 100 premières. Et que ensuite, on verra bien. Alors, ce que j'ai surtout retenu de l'introduction, c'est que, en fait, pour nous, vivre, c'est triompher du nazisme. Puisqu'on est là, c'est nous les vainqueurs, quel qu'en soit le prix. Mais ça veut dire aussi qu'on a un devoir d'existence, on a un devoir d'engagement, on a un devoir de réflexion, on a un devoir de rencontre, un devoir d'histoire. Et c'est pour ça probablement que ça nous contraint à nous rassembler et à être ici aujourd'hui. Alors l'idée qui m'est venue en vous écoutant, c'est qu'on voit le monde avec nos idées bien plus qu'avec nos yeux. On voit le monde avec ce qu'on pense. Et si on pense qu'un enfant sans famille, ou un enfant maltraité, ou un enfant dont les parents ont été maltraités, ou qui appartient à un milieu qui a été maltraité à travers l'histoire, si on pense que ces enfants sont perdus, on va organiser autour d'eux des institutions pour enfants perdus qui vont en faire des enfants perdus. Alors que si on pense que ces enfants sont contraints, sont invités, à cause de leur souffrance, à fabriquer de l'existence, à inventer de l'existence, eh bien la plupart de ces enfants ne seront pas perdus du tout. Comme les chiffres nous l'ont montré, mais on va en reparler. Alors selon les cultures, on pense les enfants en souffrance de manière très différente. J'appartiens à une génération de médecins où on nous apprenait que les enfants ne souffraient pas. Et on a appris ça. On nous disait ils ne souffrent pas parce que leur système nerveux n'est pas terminé. Si vous avez une idée encore plus absurde, n'hésitez pas à la publier, parce que je suis certain que vous ne trouverez pas d'idée plus absurde que celle-là. Alors, en revanche, si on pense qu'un enfant sans famille n'a pas de filiation, il est orphelin, on ne sait pas d'où il vient, il a moins de valeur que les autres puisqu'on ne connaît pas sa famille, eh bien, c'est ce qu'on disait des enfants des rues, et on les laissait à la rue, et après, on disait, vous voyez ces enfants sans famille, vous voyez, ils ne s'en sortent pas, ils vivent dans la rue. Ensuite, il y a des cultures encore aujourd'hui qui pensent qu'un enfant sans famille ou un enfant blessé, c'est un enfant sorcier. On ne sait pas très bien d'où il vient, on ne connaît pas sa filiation, donc il ne va pas pouvoir s'en sortir. Et puis surtout, ces enfants qui ont connu la mort et qui ont triomphé de la mort, ce sont des initiés. C'est la définition d'initiation. Et ils ont été plus forts que la mort. C'est un peu louche, ça. On les admire et on les craint.
On les admire parce qu'ils ont vu la mort et ils sont restés en vie. Et on les craint parce que s'ils ont triomphé de la mort, c'est qu'ils ont une force qui nous inquiète. Alors c'est pour ça que je pense que ce travail qui a été organisé par Joseph Sberg et à l'OSE, que sont-ils devenus? Ça fait partie des questions nécessaires, passionnantes, parce qu'il n'y a pas de pire piège de la pensée que l'évidence. Et que s'il suffit de poser une question pour obtenir une réponse différente de ce qu'on croyait avant qu'on pose la question. Et si en plus on cherche à faire un travail pas forcément scientifique, parfois scientifique bien sûr, sinon on risque de dire n'importe quoi, mais en associant, comme vous l'avez fait, un travail scientifique avec un travail catamnestique, c'est-à-dire avec un travail de récit. Et là, en associant les deux, la science et ce qui nous identifie, c'est-à-dire le récit de soi, la représentation qu'on se fait de soi dans notre famille et dans notre culture, alors à ce moment-là, on va faire surgir des questions tout à fait surprenantes. Mais ça nous permet aussi de penser que la vérité historique n'est pas forcément la vérité narrative, ou plutôt n'est forcément pas la vérité narrative, et que ça n'a aucune importance, puisque dans ce genre de travail, on cherche à intégrer, associer les deux, et que c'est en associant les deux qu'on comprendra beaucoup mieux. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est ce que M. Dubéchot disait, il n'y a pas de finances publiques. Alors ça, c'est vrai, et ça me pose un problème. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'argent pour faire ce genre de travail? C'est-à-dire qu'on peut se demander si l'argent public ne va pas aussi aux travaux scientifiques qui confirment les stéréotypes culturels. C'est-à-dire que si vous voulez démontrer qu'il y a parmi nous des gens qui sont de meilleure qualité biologique, je vous affirme que vous trouverez beaucoup d'argent. Là, je vous assure que la monnaie, elle va tomber. Mais si vous voulez démontrer que la culture, les récits, l'affection, les rencontres, les compagnons entre eux, les copains jouent un rôle capital dans le développement de soi, vous ne ferez pas un rond. Alors, en revanche, c'est pour ça qu'on a besoin d'institutions non publiques, d'institutions privées qui, elles, osent tenter ce genre d'aventure et, elles, osent aller à la recherche de ce genre d'informations. Alors, parmi les résultats que je trouvais passionnants, on aura le droit de les avoir où ça sera publié. Hein. On va les vendre. Mais si j'en achète 3, vous me donnez une tablette de chocolat? Bon, il faut bien négocier un peu, il faut bien faire des affaires. Hein. Et, alors, on peut, pour ne pas dire n'importe quoi, il y a quand même des marqueurs de bien-être. Mais ces marqueurs de bien-être sont des marqueurs extimes, c'est-à-dire des marqueurs sociaux. Alors, il y a le niveau d'études, il y a le niveau de portefeuille, il y a l'emploi, il y a des repères objectifs, la consommation médicale, la consommation de délinquance, l'école, les diplômes. Ça, c'est les marqueurs de bien-être hors de soi, qui structurent notre biographie, mais qui sont hors de soi. Et c'est pour ça que j'ai été très content que vous invitiez un psychanalyste, M. Bijoux, tiens, j'ai fait un lapsus, là, alors là, M. Bijoux, vous vous rendez compte? Là, ça va me coûter une fortune, parce que quand je vais en parler avec mon psychanalyste, j'en ai pour 3 mois. Là. Alors, c'est pour ça, parce que là, il y a aussi les marqueurs intimes. On peut très bien réussir socialement. Alors là, le mot réussir, la réussite, alors là, il y a un piège de la pensée, parce que très souvent, un très grand nombre de réussites sociales sont des bénéfices secondaires de la névrose. C'est-à-dire que le mot réussite est terriblement piégé. Alors c'est pour ça que je trouvais très bien dans votre travail d'associer les marqueurs sociaux, les marqueurs qui font notre structure, dans lesquels on se développe et dans lesquels on vit entre nous et socialement, avec aussi des choses qui ont un autre mode de recueil d'informations, qui sont les marqueurs intimes, et non seulement l'histoire, mais c'est une histoire
qu'on ne dit nulle part ailleurs que dans une relation privilégiée. Et c'est en associant ces informations différentes qu'on peut comprendre un peu mieux ce qui nous arrive. Alors, ce que vous nous avez proposé, c'est que probablement, dans nos cultures, on a beaucoup sous-estimé l'influence des enfants entre eux. Notre culture a d'abord parlé de qualité biologique. Et quand les nazis ont perdu la guerre, ils n'ont pas perdu la guerre des idées. Et les idées de la hiérarchie des hommes entre eux, d'hommes de meilleure qualité que d'autres, encore aujourd'hui, c'est des idées qui sont faciles à faire surgir. Alors que ce que vous nous apprenez, c'est qu'on a sous-estimé le rôle des enfants entre eux et que notamment l'avantage d'une institution ou d'un quartier ou d'un club ou d'un groupe théâtral ou d'un orchestre ou de n'importe quoi qui fait du lien et du sens participe à la construction du sentiment d'appartenance. Je me sens bien avec vous, je me sens en familiarité avec vous. On joue au football ensemble, on perd tous les matchs, mais qu'est-ce que je me sens bien avec vous quand même. D'ailleurs, si on perd les matchs alors qu'on était les meilleurs, vous êtes d'accord, hein? Si on perd les matchs, c'est parce que les autres ont triché. C'est toujours comme ça. Et on fait des récits, on s'explique comme ça, et notre sentiment d'appartenance nous étaye, nous solidifie, on est bien entre nous, et malgré nos malheurs d'enfance, eh bien, entre nous, on peut quand même les surmonter. J'hésite un peu parce qu'en fait, je préfère dire on peut quand même en faire quelque chose, en faire un engagement, en faire une contrainte à comprendre, en faire une œuvre d'art, en faire un récit, en faire un film. Alors, finalement, c'est peut-être pour ça que ça me permet de comprendre pourquoi, comme vous l'avez dit, être juif, ce n'est pas penser comme tout le monde. Et c'est sûrement pour ça que les juifs sont des agitateurs culturels. C'est-à-dire qu'on dit tout le temps, dès que deux juifs se rencontrent, il y a au moins 3 théories. C'est-à-dire que... Et c'est passionnant parce que ça oblige à se muscler, à s'affronter. On n'est jamais d'accord. Et c'est ça qui fait le plaisir. Il faut argumenter, il faut lire, il faut s'expliquer. Et c'est ça qui fait le plaisir de l'aventure humaine. Et en plus, les Juifs peuvent débattre jusqu'à minuit moins 5. Parce que... Alors... Non, parce que je pense à la table ronde suivante. Alors, je m'apprêtais à terminer avant minuit moins 5... Et pour dire que finalement, ce genre de travail nous dit, ces enfants ont quelque chose à nous apprendre. Et à nous apprendre sur eux, à nous apprendre sur les institutions qui nous entourent, à nous apprendre sur la société et bien sûr à nous apprendre sur nous-mêmes. Mais finalement, dans ce genre de travail, la seule chose qu'on peut prévoir avec une certitude de 100%, c'est la surprise. Et c'est pour ça que je vous remercie beaucoup d'avoir fait ce travail et de m'y avoir invité. Merci. Et on peut remercier l'ensemble de la salle de son attention parce que vous avez prouvé, en suivant cette table ronde, comme vous l'avez suivi, vous avez bénéficié de la qualité des différents intervenants, mais vous avez prouvé que ce qui vient d'être dit ici pourrait passer à la télévision le soir, mettons, entre 22h et minuit, sur une chaîne de service public. Il y en a beaucoup. Voilà, la démonstration est faite. Merci à vous tous. Merci à son modérateur. Un petit film très court, pendant que vous allez regagner vos places. Et je demanderai aux participants de la table ronde numéro 2 de bien vouloir s'approcher de la scène et du plateau.